La Russie a lancé plus de 200 drones d'attaque sur l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi, quelques heures seulement après l'expiration d'une trêve de 3 jours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que des immeubles résidentiels, une crèche ainsi que des installations énergétiques et de transport ont été pris pour cible par les frappes. Ces bombardements ont tué un homme et blessé au moins 4 personnes dans la région de Dnipropetrovsk. Les forces russes ont également pris pour cible Kiev, où une frappe a touché un immeuble résidentiel de 20 étages. Moscou a lancé ses frappes quelques heures seulement après l'expiration lundi soir de la trêve de 72 heures que le président américain Donald Trump avait annoncée vendredi. L'armée russe affirme que l'Ukraine a également repris ses attaques de représailles, déclarant que ses unités de défense aérienne ont abattu 27 drones ukrainiens après l'expiration du cessez-le-feu. Moscou et Kiev se sont mutuellement accusés de violations durant la trêve, mais aucune frappe majeure n'a été signalée au cours du week-end. Alors que les ministres de la Défense de l'UE se réunissent à Bruxelles cette semaine, le secrétaire d'État irlandais aux affaires européennes et à la défense, Thomas Byrne, appelle à maintenir le soutien diplomatique et militaire à l'Ukraine et à faire davantage pression sur la Russie. L'UE prépare un 21e train de sanctions contre Moscou, un type de mesure nécessaire, mais à l'impact limité sur l'économie russe, selon Thomas Byrne. The question is, how do we best help Ukraine? Whether it's provision of military materiel, whether it is through sanctions on Russia, whether it is through peace talks, or indeed the enlargement of the European Union. I think there are so many different avenues for us to help Ukraine and to end this war. Alors que l'éventualité de discussions directes avec Moscou reviennent à l'ordre du jour, Thomas Byrne a indiqué que l'Irlande soutiendrait cette démarche, pouvant contribuer à mettre fin à la guerre. We've also supported when individual leaders have contacted Vladimir Putin in the past. We think it is important to allow that dialogue to take place if it's going to end the war. Thomas Byrne a précisé que la désignation d'un envoyé spécial chargé de dialoguer directement avec le président russe restait un sujet à examiner ultérieurement. L'Irlande assumera la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne en juillet prochain, un rôle qui devrait placer Dublin au cœur des négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Marta Kos exhorte les États membres de l'UE à ouvrir tous les chapitres de négociations d'adhésion pour l'Ukraine et la Moldavie d'ici juillet. La commissaire européenne à l'élargissement estime que le premier chapitre de négociation pourrait être ouvert en juin, les 5 autres devant suivre d'ici juillet. Marta Kos attend également que l'Ukraine reçoive la première partie d'un prêt de 90 milliards d'euros, soutenu par les États membres de l'UE. La Commission européenne estime que l'Ukraine est techniquement prête à s'engager sur la voie de l'adhésion à l'UE. Mais par le passé, le processus d'adhésion de Kiev a été bloqué par le veto de la Hongrie, sous l'ancien Premier ministre Viktor Orban. Après l'élection de Péter Magyar, Bruxelles espère que Budapest adoptera une approche plus constructive. Le nouveau Premier ministre hongrois doit rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky début juin. Si la Commission a salué les progrès de l'Ukraine, elle a cependant refusé de fixer une date pour son adhésion, insistant pour que le processus reste fondé sur le mérite. Kiev, de son côté, fait pression pour qu'un calendrier précis soit convenu dès que possible. Le paquebot de croisière MV Ondius est désormais en route vers les Pays-Bas, après avoir achevé l'évacuation finale de ses passagers sur l'île espagnole de Tenerife. Le navire battant pavillon néerlandais doit accoster dans le port de Rotterdam ce dimanche, où il subira des procédures de désinfection approfondies. Les 22 derniers occupants ont tous été rapatriés vers leur pays d'origine via des vols affrétés spécialement pour l'occasion. Évacués plus tôt dans la journée, les passagers espagnols ont été transférés vers un centre d'isolement près de Madrid pour y être soignés et surveillés. Une mesure similaire a été mise en place pour les ressortissants néerlandais à leur retour aux Pays-Bas. Tous devront passer plusieurs semaines en quarantaine et seront soumis à des contrôles réguliers avant leur sortie. Au même moment, le centre hospitalier de Nijmegen aux Pays-Bas a annoncé que 12 membres de son personnel ont été placés en quarantaine à titre préventif après avoir suivi une procédure incorrecte avec un patient atteint du hantavirus. Au total, 3 passagers du navire sont morts, dont 2 en raison d'une infection confirmée à l'hantavirus. 7 autres cas ont été confirmés par l'OMS, dont une patiente française prise en charge à l'hôpital Bichat à Paris.
De son côté, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé avoir demandé à son cabinet de renforcer immédiatement la coopération avec les États voisins et de pousser à une coordination plus étroite des protocoles sanitaires mis en place au sein de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Il a ajouté qu'un partage plus rapide des informations permettrait de casser la chaîne de transmission du virus. Rentrer dans le SAS. La France se prépare à accueillir les cas contacts des patients positifs à l'hantavirus. Alors que la première Française testée positive à la maladie est soignée à l'hôpital parisien de Bichat, celui de la Pitié-Salpêtrière, comme bien d'autres, se prépare à recevoir les cas contacts. Car lundi, la règle a changé. Toute personne ayant approché un malade de l'hantavirus devra respecter une stricte isolation de 42 jours dans une chambre d'hôpital dédiée. Dans la chambre, il y a une pression plus basse que dans les pièces autour, ce qui permet à l'air de rentrer du couloir, mais il est piégé à l'intérieur, il ne peut pas ressortir librement, il va être piégé dans un système d'extraction et de filtration. Donc ça évite à l'agent infectieux de partir à l'extérieur et de potentiellement diffuser. Le rythme cardiaque et la respiration des patients y sont relevés plusieurs fois par jour. Actuellement, 22 Français sont cas contact. Ils étaient avec la croisiériste néerlandaise porteuse de l'hantavirus et décédée depuis lors de vols d'avion vers l'Afrique du Sud. La Commission européenne pourrait proposer dès cet été une interdiction des réseaux sociaux pour les enfants dans toute l'UE. Cette annonce intervient alors que la pression des États membres s'intensifie pour renforcer la protection des mineurs en ligne. La France, l'Espagne, la Grèce et le Danemark en particulier appellent à des mesures pour protéger les enfants de ce que les gouvernements qualifient de plateformes addictives. Pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ce débat ne peut désormais plus être ignoré. We're witnessing the lightning speed at which technology is advancing and how it penetrates every corner of childhood and adolescence. And the discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored, as you all know here in this room. Almost all EU member states call for an assessment on the need for it. Plusieurs pays de l'UE ont déjà engagé des démarches législatives au niveau national, bien que la Commission ait subi des pressions pour maintenir une approche harmonisée au sein du marché unique de l'Union. L'un des principaux défis pour l'UE consiste à trouver une solution technique commune pour la vérification de l'âge en ligne. Ursula von der Leyen a évoqué à ce sujet une application inspirée du système de certificat Covid numérique de l'UE. Mais alors que la Commission a officiellement recommandé cette application aux États membres, plusieurs gouvernements ont réagi avec prudence. Des experts en cybersécurité ont également fait part de leurs inquiétudes quant à d'éventuelles failles techniques. Après le lourd revers de la gauche travailliste aux élections locales la semaine dernière, le Premier ministre britannique Keir Starmer s'emploie à restaurer la confiance du Royaume-Uni dans son parti, plaidant notamment pour un rapprochement avec l'UE. For Britain, the last government was defined by breaking our relationship with Europe. This Labour government will be defined by rebuilding our relationship with Europe, by putting Britain at the heart of Europe, so that we are stronger on the economies, stronger on trade, stronger on defence, you name it. Because standing shoulder to shoulder with the countries that most share our interests, our values and our enemies, that is the right choice for Britain. Après avoir remporté les élections générales avec une large majorité il y a moins de 2 ans, la popularité de Keir Starmer continue de reculer. Le Premier ministre a toutefois rejeté tous les appels à sa démission. This is nothing less than a battle for the soul of our nation. And I want to be crystal clear about how we will win it. Because we cannot win as a weaker version of Reform or the Greens. We can only win as a stronger version of Labour, a mainstream party of power, not protest. Keir Starmer espère relancer la dynamique grâce à un ensemble ambitieux de projets législatifs qui seront présentés mercredi par le roi Charles lors de l'ouverture officielle du Parlement. Au Pakistan, au moins 9 personnes ont été tuées et plus d'une vingtaine d'autres blessées mardi après l'explosion d'une bombe placée dans un pousse-pousse dans un bazar dans le nord-ouest du pays.
L'attaque aurait visé des agents de la police routière selon les autorités locales, qui ont également indiqué que 2 d'entre eux figuraient parmi les blessés. L'incident s'est produit dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, à la frontière avec l'Afghanistan, et constitue le dernier signe en date de violence dans la région. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les talibans pakistanais sont soupçonnés d'en être les auteurs. Ceux-ci ont toutefois nié toute implication. Le Pakistan a connu une recrudescence de la violence des groupes armés ces dernières années, ce qui a tendu ses relations avec l'Afghanistan. Islamabad accuse le gouvernement taliban afghan de soutenir et abriter des militants pakistanais. Kaboul réfute ces allégations. Le Parlement israélien a mis en place un tribunal spécial habilité à prononcer la peine de mort à l'encontre des Palestiniens reconnus coupables des attaques terroristes du 7 octobre 2023. Le projet de loi a été adopté par 93 voix pour et aucune contre. Sur les 120 membres de la Knesset, 27 se sont abstenus ou n'étaient pas présents lors du vote. Avec cette mesure, le tribunal peut prononcer la peine de mort à la majorité relative. Comme le prévoit la loi, les procès doivent se tenir dans une salle d'audience à Jérusalem et seront retransmis en direct. Les organisations de défense des droits de l'homme critiquent cette législation qui pourrait conduire, selon elles, à une application trop facile de la peine de mort et ne garantirait pas aux accusés le droit à un procès équitable. La retransmission en direct a également fait l'objet de vives critiques, certains estimant qu'elle risque de transformer les procès en spectacle.